Bonjour et bienvenue au balado Entrepreneurs, une initiative du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Aujourd'hui, nous raconterons l'histoire d'une acquisition d'entreprise du secteur culturel. Merci et bonne écoute. Ici Pascal Genet, conseiller en transfert d'entreprise dans le secteur culturel au Centre de transfert d'entreprises du Québec. Le 30 mars dernier, on apprenait dans les médias l'acquisition d'Atma Classique et de son prestigieux catalogue par Ad Literam, une maison d'édition musicale fondée par Guillaume Lombard. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de ce dernier pour comprendre ses motivations, mais aussi plus largement pour comprendre les conditions, les enjeux, les défis liés au transfert d'une entreprise culturelle. Bonjour Guillaume Lombard. Bonjour. Bonjour, merci de participer à cette rencontre aujourd'hui. Donc, avant de parler de l'histoire du reprenariat d'Atma Classique, pouvez-vous donner les grandes lignes de votre parcours et qu'est-ce qui a ensuite motivé votre intérêt pour le catalogue d'Atma Classique? Oui, avec plaisir. Mon parcours est assez traditionnel. Après une école de commerce à Paris, j'ai commencé à travailler dans une maison de disques. Ça, c'était dans les années 90. Donc, cette année, je fête mes 30 ans de l'industrie musicale. Assez rapidement, au bout de 3 ans, je suis sorti d'une maison de disques. J'ai monté une maison d'édition en France. Puis, en 1997, je suis arrivé sur le Québec, à Montréal. En 98, donc, j'ai créé les éditions Ad Literam. Parce que très rapidement, j'ai aimé la façon de travailler, à la fois très indépendante au Québec, mais aussi j'aime beaucoup l'édition parce que je trouve que c'est un travail à long terme, contrairement à d'autres secteurs de notre industrie qui sont très temporels, comme une sortie de disque ou comme un spectacle. Là, l'édition, ça implique de travailler sur le long terme sur des œuvres avec des auteurs-compositeurs qui sont des créateurs. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé les éditions Ad Literam. Après, comment ça s'est fait? J'ai commencé par travailler à représenter des catalogues français prestigieux comme Mélodie Nelson, donc c'est le catalogue de Gainsbourg, le catalogue des éditions Böcher, donc des grandes chansons françaises, des catalogues comme j'en ai tellement eu au fur et à mesure que donc il y a eu Scorpio qui est un gros catalogue de musique de dance. Bref, il y en a eu beaucoup, mais au fur et à mesure, c'est surtout ce qui m'a intéressé et ce qui me passionne, c'est toujours de travailler avec des auteurs-compositeurs, des créateurs et de leur donner les moyens de réaliser leurs projets. Donc ça a été toujours un peu je dirais la philosophie de l'entreprise, se mettre au service des créateurs pour réaliser leurs rêves, en gros, et surtout nous faire rêver, surtout. Oui, j'imagine que votre approche, c'est en fait cette perspective éditoriale qui plutôt sur le moyen et le long terme, la défense des droits des auteurs, l'intérêt de la promotion des œuvres, fait en sorte que vous avez trouvé dans le catalogue d'Atma Classique une parenté évidente. Oui, c'est évident qu'il y a des styles musicaux dans lesquels je n'irai pas, parce que je trouve les titres très éphémères. On parle de 3, 4, 5 mois, puis après, malheureusement, on n'entend plus parler. C'est tout le contraire de Atma, qui a un catalogue qui est à la fois universel, qui nécessite du travail tout au long, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler un catalogue classique comme on travaille un catalogue de musique moderne, ou plutôt pop. Et j'aime le côté, justement, c'est qu'on a le monde entier comme territoire pour travailler. On a des artistes avec des œuvres qui sont mondialement connues pour certaines, d'autres qui, au contraire, sont à découvrir. C'est tout l'intérêt aussi justement de faire découvrir au grand public des œuvres méconnues. Donc il y a tout ce travail, oui, de longue haleine. Et c'est la raison pour laquelle le catalogue d'Atma nous intéressait dans notre développement d'entreprise. C'est je pense, la raison principale pour laquelle on a décidé de s'associer ou d'acquérir le catalogue. Oui, justement, on voit qu'il y a vraiment un arrimage en fait naturel, tant par l'approche éditoriale, comme on l'a dit, mais aussi la nécessité d'une continuité qui devait d'ailleurs extrêmement
au cœur même de la cédante qui est Johan Goyette, qui a monté et bâti le catalogue Atma Classique pendant plus de 25 ans. Donc ça veut dire aussi rentrer dans cette logique-là et être capable de porter ce catalogue-là. Outre la continuité, comment voyez-vous l'arrimage de vos activités, de l'image de marque d'Ad Literam avec Atma Classique, et comment gérez-vous, je dirais, les difficultés qui sont quand même assez propres aux industries culturelles, à savoir le défi des communications, le fait de rassurer les artistes, bref, d'assurer la continuité tout en apportant une expertise et une vision qui est renouvelée? Alors, la philosophie donc d'Aditeram, c'est vraiment accompagner les artistes dans leurs projets. Donc, au départ, il y a les œuvres. Après, on trouve des supports, donc ça s'appelle les enregistrements. Dans certains cas, il y en a qui font des spectacles. Dans d'autres, il y en a qui ont besoin de matériel. L'idée, c'est vraiment de travailler comme ça. Pour Atma, ce qui m'intéresse, c'est de la façon dont on a envie de travailler. Ça va être d'élargir les services d'Atma auprès de ces artistes. On va commencer, je dirais, naturellement parce que en 2012, on a créé une plateforme de promotion de la musique qui s'appelle Livetune, qui est devenue notre outil de promotion principal en captant, en diffusant des spectacles, des sessions acoustiques, des enregistrements de nos artistes. Et on va faire la même chose avec Atma, c'est-à-dire qu'on va proposer le contenu audio en format vidéo. Donc les gens auront la possibilité d'écouter la musique, mais aussi de la regarder. Ça a d'ailleurs été un de mes slogans depuis maintenant presque 10 ans, c'est on n'écoute plus la musique, on la regarde. Et je pense que pour la musique classique, on a en plus un auditoire qui est mondial. Il existe des plateformes de renommée internationale dont on a la chance, il y en a une au Québec qui s'appelle Stingray, avec différentes chaînes musicales qu'ils ont dans le monde entier. Donc c'est de travailler avec ces partenaires, de les alimenter avec du contenu vidéo de nos productions. C'est de faire la même chose avec des plateformes européennes comme Mezzo, comme Medici. Et puis aussi, c'est de permettre à nos artistes d'être en relation un peu plus directe avec leurs agents de spectacle, leur donner justement du contenu vidéo pour promouvoir leur spectacle. Bref, on va être un peu plus au centre de leurs activités. Et puis, évidemment, avec ceux qui voudront, on ne va pas leur imposer. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être à leur service et de le faire aussi pour la musique classique. Donc, ça va être de se rapprocher des festivals, ça va être de se rapprocher de tous les acteurs de la filière musicale classique au Canada. Et puis, de par notre expérience, peut-être de l'exporter aussi à l'international. Oui, alors justement, on voit à travers les exemples que vous venez de citer que quelque part le reprenariat d'Atma Classique par Ad Literam constitue une opportunité aussi pour Atma, dans le sens où on vise vraiment un Atma classique 2.0, que ce soit le changement de modèle d'affaires, le changement des modes de rémunération. Vous parliez du streaming. On voit bien que votre terrain de jeu n'est plus seulement le local, mais vraiment le global, ou voire carrément la planète. Ah oui, l'objectif d'acquérir un catalogue comme Atma, c'est vraiment d'exporter notre musique, d'exporter nos artistes et de leur donner les moyens pour s'exporter. C'est-à-dire que on ne peut pas aller à l'international sans vidéo, on ne peut pas aller à l'international sans du matériel audio de très haute qualité. Ce qui est d'ailleurs le gros avantage des disques Atma, c'est que la qualité est mondialement reconnue. Maintenant, il faut avoir les outils de promotion liés au XXIe siècle. C'est-à-dire que l'audio ne suffit plus. Il était toujours indispensable, mais il ne suffit plus. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit de développement qu'on a décidé d'acquérir Atma, parce que la difficulté avec la musique pop au Québec, c'est justement
le territoire et le marché, je dirais le marché cible qui est essentiellement francophone canadien. Aller déjà en francophone tout court, c'est déjà pas évident parce que déjà pour certains types déjà rien que le québécois par rapport au français, par rapport à d'autres, il y a des différences. Là, il n'y en a pas au niveau du classique. Donc, on a cette chance et on va profiter de cette opportunité pour exporter, oui, la musique d'ici ailleurs. On le voit en fait, donc le reprenariat d'Atma Classique par Ad Literam constitue une opportunité, mais c'est évidemment aussi, je pense que c'est l'illustration d'un dynamisme, d'une agilité, d'une ouverture, enfin d'une flexibilité qui est quand même propre à la fois au secteur de la musique, mais aussi plus largement aux industries culturelles. Et je vous dirais en quoi, si on revient de façon un petit peu rétrospective, en quoi le CETEC, en quoi le Centre de transfert des entreprises du Québec vous a accompagné dans ce processus pour apporter justement cette facilité, cet apprentissage, cette ouverture? Ben, le CETEC a été, je dirais, la pierre angulaire. Parce que la première chose, c'est que j'ai eu connaissance du CETEC grâce à l'accord que le CETEC a conclu avec la SODEC. On est bénéficiaire donc de programmes de la SODEC avec Ad Literam. Et j'ai toujours voulu, dans ma façon de travailler, impliquer les gens qui travaillaient avec moi. Je ne suis pas du style à dire je suis et les autres suivent, mais on est plutôt une équipe. Ayant beaucoup joué au soccer, j'aime beaucoup. Chacun est indispensable dans une équipe, et c'est la même chose dans une entreprise. Donc, très rapidement, il y a 5-6 ans, j'ai déjà décidé de transmettre mon entreprise à certains de mes salariés. Et dans le cadre donc, de l'accord de la SODEC et du CETEC, j'ai vu qu'il y avait une volonté d'accompagner les entrepreneurs à transmettre leurs entreprises à des gens qui connaissaient, ou à vendre leur entreprise. Donc, la première démarche, ça a été pour cela, au départ. C'était pour que je voie les différentes phases de transmission à une bonne transmission d'entreprise. Parce que vendre une entreprise, essayer de la vendre en 6 mois, en disant, ben voilà, je veux vendre et puis que dans 6 mois, c'est fini, je pense que ce n'est pas la meilleure façon c'est un peu un cadeau empoisonné pour le repreneur. Donc, la volonté, ça a été de dire, ok, ben moi j'ai déjà trouvé quelqu'un que j'aimerais qu'il reprenne ma compagnie. Allons-y et puis voyons ce qu'on peut faire. Donc la première étape, ça a été celle-ci. Assez rapidement, la personne contact au CETEC m'a dit, ok, là vous avez le temps parce que si vous voulez transmettre votre entreprise sur 10 ans, vous avez encore un peu de temps. Donc, je dis oui, mais je veux commencer. Il y a forcément une première étape, et puis je veux la connaître, puis je veux pour pouvoir faire la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Et ça a été le début de notre relation avec le CETEC. Après, rapidement, donc c'est ça, le CETEC m'a dit, mais est-ce que vous seriez prêt, vous, dans votre développement d'entreprise, à aussi reprendre d'autres entreprises? J'ai dit, oui, si en effet, il y a une raison je dirais, une volonté commune, une même philosophie d'entreprise, parce qu'ayant fait des études de commerce et de marketing, et la philosophie d'entreprise est très importante. Et donc là, on m'a proposé, en effet, de dire, oui, il y a peut-être une entreprise qui serait à reprendre. Donc, c'était les disques Atma. Et voilà un peu comment ça s'est passé. On a fait un premier rendez-vous avec Joanne Goyette, la présidente de Atma, et qui devait durer 1 heure, ça a duré 4 heures. Donc du coup, on s'est dit, bon, on a des choses à se dire, on a des choses on a sûrement des points de vue en commun, ce qui est important, parce que je me disais que si on avait des points de vue communs, il y avait sûrement des relations qui seraient plus faciles avec les artistes, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même pour eux qu'on travaille.
Donc, c'était un peu, ça a commencé comme ça. Donc, le CETEC, je me souviens, la personne était là, puis au bout de 3 heures, elle a dit, bah, excusez-moi, je dois partir. Puis nous, on a continué notre discussion, puis on a continué petit à petit. D'abord, une discussion, je dirais, c'était des relations très humaines. C'était la première chose. Toute la partie, je dirais, financière est intervenue 2-3 mois plus tard, parce qu'en fin de compte, on s'est rencontrés au mois de juillet l'année dernière, en 2019. Et on a conclu donc en mars 2020. Donc ça a quand même fait quelque chose comme 9 mois de négociations, d'apprendre à se connaître, de comprendre, de voir comment nous on voulait l'intégrer, comment on allait garder l'équipe. Enfin bref, toutes ces questions, je dirais, organisationnelles, où je ne voulais pas faire ça rapidement. L'autre chose aussi, c'est qu'on a décidé de garder toute l'entreprise et non pas ne prendre que les actifs. Oui. Donc, c'est tous ces cheminements, toutes ces interrogations qui ont nécessité vraiment du temps. Et puis là, oui, en effet, le CETEC a été très utile dans les différentes orientations possibles, en nous laissant toujours le soin de garder la décision finale dans nos choix, ce qui me semble important. Parce que nous sommes des entrepreneurs et on a des choix à faire, on doit les assumer. Par contre, pour bien les assumer, il faut en avoir connaissance et avoir le choix entre les différentes possibilités. Et ça, le CETEC a été très utile. Voilà. On le voit, en effet, et ça je pense que c'est une des grandes forces du CETEC, c'est la transparence et la neutralité, mais en même temps c'est de créer justement ce lieu de rencontre entre entreprises, ce lieu de maillage entre entreprises, entre entrepreneurs, qui ont en fait pas seulement des plans d'affaires ou pas seulement des opportunités d'affaires, mais aussi une sorte d'affinité élective. Et dans le milieu culturel, Dieu sait que ça doit être absolument essentiel pour qu'il y ait maillage. Ah oui, oui, ça me semble. Disons, je me vois pas. Le CETEC, ça a été comment l'expliquer. C'était le déclic. Je me voyais pas. Je pense que seul, je l'aurais pas fait. J'aurais pas eu. Déjà, j'aurais pas eu l'opportunité d'avoir. Je l'aurais sûrement pas su. L'autre chose aussi, c'est que ne pas être accompagné pour ce genre de transaction quand même majeure, parce que Atma fait à peu près la même grosseur que nous en termes de chiffre d'affaires, en termes de grosseur d'entreprise. Donc, c'est quand même une grosse bouchée à avaler. Alors, c'est vrai qu'il y a sûrement des gens qui n'ont pas peur et puis qui disent bon, bah, on y va, puis on verra bien, ce qui n'est pas tout à fait ma philosophie. J'essaye de faire des choses avec en bon père de famille, comme on dit au Québec. Je pense que c'est important. Maintenant, je pensais l'autre jour à une chose, c'est que ce que j'aurais aimé peut-être, puis ce qui est difficile à déterminer, c'est qu'est-ce qui fait que on passe d'une envie d'acheter ou d'acquérir une entreprise au fait de le faire. Et je pense que c'est parce que justement je suis très bien entouré et je me suis dit je vais être très bien entouré aussi avec l'équipe d'Atma. C'est souvent les grands projets, on les fait jamais seuls, il faut les faire en équipe. Et j'ai pris conscience avec le CETEC que j'avais une très bonne équipe et où je pouvais vraiment travailler avec eux et on pouvait vraiment faire des grandes choses. Après, il y a toujours l'acte de la décision, mais autrement, l'avenir nous dira si ça se passe bien. A priori, disons qu'on est tombé conjoncturellement dans une situation un peu particulière avec la Covid-19, mais et ça fait partie des défis d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire d'être obligé de composer avec une réalité. Maintenant, comment on va s'en sortir et comment on va innover pour s'en sortir? Je pense que c'est les grosses questions qui sont arrivées entre le 15 mars et maintenant fin avril. Donc, on réfléchit à tout ça, on se réinvente, on a déjà trouvé des idées
sur lesquels qui n'étaient pas prévus il y a un mois. Donc, on est déjà en train de planifier tous ces changements et toutes ces mutations, je dirais, sociétales. Donc, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Donc, ça va changer beaucoup de choses aussi au niveau de la culture. On réfléchissait ce matin au fait que on ne pourra sûrement pas enregistrer d'orchestre avec 80 musiciens avant une période d'au moins 4-5 mois, ce qui fait que tout ça va retarder nos sorties, va retarder tous nos processus de sortie et de promotion. Donc, il va falloir s'ajuster. Puis on va le faire. On a commencé à réfléchir à comment faire. On le voit à travers les exemples que vous citez, que s'il y a bien un secteur qui est résilient, c'est le secteur de la culture, et on le voit à la fois par rapport à la crise sanitaire actuelle, mais aussi face aux défis de la relève et du transfert d'entreprise. On voit à quel point il y a une capacité d'adaptation, à quel point les gens sont créatifs, innovants, talentueux, et on ne peut que se réjouir de ce dynamisme et de cette ouverture-là face à des mouvements, face à une situation dont on ne gère pas encore les tenants et les aboutissants. Pour terminer, comment donc vous qualifieriez votre expérience par rapport à ces textes, et quelle est finalement votre vision d'avenir en tant qu'entrepreneur par rapport justement au reprenariat? Est-ce que vous disiez c'est pas évident de passer du statut de quelqu'un qui veut reprendre à devenir la personne qui effectivement reprend? Est-ce que finalement l'expérience que vous avez vécue et la façon dont vous avez été accompagné dans ce processus a suscité en vous un intérêt pour d'autres entreprises et pour l'avenir, tout simplement? Alors, oui, je dirais que reprendre une entreprise, c'est un gros défi. Oui, le CETEC a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles le Québec doit s'améliorer, c'est au niveau de la productivité et de la formation des équipes. Beaucoup de gens du milieu culturel n'ont pas forcément la formation d'entrepreneur. Ça se fait sur le tas. Donc, c'est tout à fait possible pour une entreprise, je dirais, unipersonnelle, avec 2, avec 3 salariés. Mais rapidement, il y a, en tout cas au niveau de la musique, c'est un peu moins le cas au niveau je dirais, du cinéma ou de la télévision qui implique beaucoup plus de monde. Mais au niveau de la musique, il est important, il est même indispensable que les gens se forment à la gestion, à l'organisation des entreprises. Toute cette partie administration nécessaire d'une entreprise, quelle qu'elle soit, doit l'être aussi dans le milieu de la culture et de la musique. On fait de l'artisanat, mais c'est aussi une industrie. Il ne faut pas l'oublier. Là où le CETEC a aidé, c'est qu'il n'y avait pas de moyens à ce niveau-là. Par contre, il y avait des conseils. En même temps, quand on est entrepreneur, on est censé avoir un minimum de formation à ce niveau-là. Donc, les conseils étaient là. Donc, ça, c'était très pertinent, très utile. Et oui, le fait de savoir que ça existe, que cet organisme existe, ça donne aussi la possibilité de renouveler l'expérience avec peut-être d'autres acquisitions. Maintenant, faut regarder parce que c'est vraiment pas toujours évident d'avoir la même philosophie, d'avoir la même vision d'entreprise, d'avoir l'envie de faire d'autres, de se développer plus, parce qu'il y a un moment, il faut aussi pourquoi se développer? Est-ce que si c'est au détriment de nos artistes, c'est pas forcément mieux? Donc il y a tout un équilibre à considérer. En tout cas, pour cette étape de première acquisition d'une autre entreprise, oui, le CETEC a été primordial. La SODEC a repris le flambeau aussi avec le financement. Donc les deux conjoints, ça nous a vraiment permis d'avoir une transition, je dirais, assez
Pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas, assez fluide. Et puis, donc, on va voir après ce que ça va donner. La situation, en effet, actuelle est loin d'être évidente, mais on espère que on va passer à travers et puis on va commencer à pouvoir vraiment travailler et à mettre à profit nos différentes expertises au service des artistes. Vous avez indiqué donc en effet que le CETEC vous a accompagné avec la SODEC. Je pense que vous êtes l'exemple précis d'un accompagnement personnalisé qui a permis d'assurer la relève entrepreneuriale et le transfert d'entreprise dans les meilleures conditions. En effet, le moment, la crise sanitaire actuellement change un petit peu la donne, et en même temps, je pense que l'avenir s'avère toujours quand même radieux pour le secteur de la culture, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un bien commun, et que ce bien commun est absolument vital pour une société dynamique et qui souhaite faire sa part. Donc, je tiens à vous remercier pour la qualité de notre rencontre aujourd'hui, puis au plaisir donc d'avoir de vos nouvelles et de bon vent à Ad Literam et à Atmam Classique. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et puis merci encore au CETEC.